dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la tech et plus précisément de la French Tech. Quelle sera l'histoire de la French Tech en bourse demain ? Je pose la question au futur parce que c'est vrai que les stars de la nouvelle vague technologique française et européenne sont encore assez peu en bourse et beaucoup toujours dans le monde privé, comme on dit, le monde non coté. Mais il faut se préparer peut-être à avoir de plus en plus de technologies, de nouveaux acteurs technologiques en France mais en Europe, cotés sur les marchés boursiers. En tout cas, ça fait partie des anticipations d'Amiral Gestion. Et l'un des gérants d'Amiral Gestion, Sébastien Ribeiro, est à nos côtés en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Ça fait partie de vos anticipations chez Amiral parce que vous venez de lancer une nouvelle stratégie justement dédiée à la tech. Au sens large, vous nous expliquez le terrain de jeu, il est mondial pour vous et pour la société de gestion Amiral, mais avec un focus particulier sur la tech européenne et la tech française, bien sûr. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes parti donc d'un fonds existant que vous avez rebrandé, la stratégie a été renouvelée, dédiée à la technologie. Qu'est-ce qui vous a amené quel est le cheminement, le parcours qui vous a amené à lancer cette stratégie là chez Amiral, Sébastien ? Alors déjà, c'est une grande première pour Amiral parce qu'on n'avait jamais lancé de fonds thématique pour des raisons qui sont qu'on ne veut pas s'enfermer dans une thématique, mais là, sans enfoncer de porte ouverte, on est sur une thématique tellement large qu'en fait, les bords sont trop... Le terrain de jeu est assez large. Et puis, comme vous le disiez très justement, il est mondial. Et en fait, on s'est intéressé... nous, historiquement, Amiral a été créé post-éclatement de la bulle .com et les premiers gros investissements qu'on a fait, ça a été sur ces sociétés-là. Au féminin était très emblématique à ce titre. Depuis, on déploie environ 20% de nos actifs sur le segment. Donc, on n'est pas des nouveaux joueurs, mais donc ça fait quand même 800 millions d'euros. Et on constate, ce que vous disiez, c'est que dans la partie cotée, on a du mal à voir émerger ces fameuses licornes qui sont dans le monde coté. On a du mal à prendre le relais. Et ce qui a changé, c'est que désormais, on sent une volonté politique et économique très forte sur la tech. Ça a commencé avec le rapport Tibi. Nous, qu'on avait regardé, c'était en 2019, je crois. On l'avait regardé avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. À l'époque, on ne se sentait pas prêt parce que, comme vous le disiez, la tech est mondiale. On avait un trou dans la raquette sur les États-Unis. On est très présent en Europe et très présent en Asie à travers notre bureau à Singapour, mais on était absent de la zone US, qu'on a corrigé avec l'arrivée de Vincent Mercadier, qui est un expert de la zone et notamment des valeurs technologiques. Et puis il y avait une question de valorisation en 2019 qui s'est poursuivie. Bien sûr. Et avec le dégonflement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis on a constaté aussi les échecs des dernières IPO. On s'est dit qu'il n'y avait pas un écosystème assez fort encore en France et en Europe dessus. Et on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Ouais. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement les histoires, si on se focalise sur la French Tech, les succès, ils sont encore hors marché aujourd'hui, hors marché coté, j'entends. Et entre guillemets. Pire que ça. Alors, je mets de côté, il y a la tech traditionnelle, Dassault, Système, tout ça, ça existe en bourse depuis très longtemps. Mais là, on parle de la nouvelle vague technologique, des nouveaux acteurs technologiques français. Et pire que ça, c'est-à-dire ceux qui se sont essayés à la bourse, encore récemment, Deezer ayant été le dernier exemple en date, ont déçu les investisseurs immédiatement, Sébastien. Oui, non, vous avez raison. Après, il y a différentes raisons, mais la raison principale, c'est qu'il n'y a pas encore un écosystème fort du côté public. D'accord. Côté. Les efforts ont été très bien faits du côté VC, sur les privés, les venture capital. Enfin, il y a eu un déploiement ces 20 dernières années qui a été colossal et donc on a vu des sociétés comme Doctolib, Mano qui arrivent à trouver des financements. Sur la partie côté, on n'y arrive pas encore et c'est ça, il faut se servir des exemples aussi. Il y a des pays qui réussissent très bien. La Suède, par exemple. Alors, malheureusement, on n'a pas de fonds de pension, mais on a des gros institutionnels en France et en Europe capables de financer quand même cette partie-là. Et c'est tout l'intérêt du rapport Tibi. En tout cas, il y a désormais une volonté forte avec un fléchage de l'épargne, un début de fléchage de l'épargne, et le début de constitution, parce que ça passera forcément par des fonds qui déploient de l'argent. Enfin, on parle de financement, donc les sociétés, elles viendront quand il y aura des fonds capables de les financer. C'est pas une question de compréhension. La bourse est tout à fait capable de comprendre les beaux modèles économiques, et les bons modèles économiques. Mais il faut venir avec un modèle, une valorisation adéquate, et surtout dans un écosystème qui il faut une profondeur, quoi. Il faut quand même pouvoir absorber aussi des levées de fonds qui sont de plus en plus importantes. Là, c'est des tours de table de plus
plusieurs centaines de millions d'euros, de dollars parfois, là, pour les plus grosses licornes françaises. La plus grosse licorne française, c'est Doctolib. Le dernier financement, c'était 6 milliards d'euros. Ouais. Donc, oui. Ouais. Et c'est là où, en fait, on pense que nous, on a un rôle à jouer. C'est qu'aujourd'hui, les fonds Tibi, enfin, ce qu'on appelle les fonds Tibi, c'est des gens qui font beaucoup du large cap. Donc, c'est des gens qui vont faire des capis supérieurs à 10 milliards, même plutôt 100 milliards. Quand on regarde la capi médiane, on est plutôt là-dessus. Nous, on pense que ça doit être fait par des small capers, par des small et mid capers, des gens qui savent faire du financement d'entreprise, dont c'est l'ADN, qui savent faire des introductions en bourse, mais aussi du financement classique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un vivier colossal à la Bourse de Paris. En fait, on a besoin de succès. Ce qui manque aussi, et vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de succès. Alors, bien sûr, sur les nouvelles sociétés, mais il y a aussi des sociétés existantes. On a déjà parlé avec vous d'SES Imagotac dans les étiquettes électroniques, qui est leader d'un marché qui va être en dizaines de milliards d'euros ou de dollars. On a Lumibird dans les lasers. Vous savez que Lumibird est sélectionné dans tous les prototypes de voitures autonomes, y compris chez les GAFAM. Donc ces sociétés-là, il faut qu'on arrive à les financer. On a des leaders technologiques sur des marchés prometteurs. Donc il faut qu'on crée un peu cet écosystème. Et c'est intéressant parce que vous renversez la charge de la preuve d'une certaine manière. C'est aux investisseurs de montrer, boursiers, de montrer à ces boîtes-là qui sont des investisseurs crédibles, des options crédibles, pour que le chef d'entreprise, le fondateur et le dirigeant de ces entreprises se disent, peut-être que les tours de table avec le VC, c'est sympa, mais peut-être que j'ai besoin aussi d'autres choses maintenant dans la vie de mon entreprise, et donc j'ai aujourd'hui une option crédible. Voilà, une autre source de financement dans des phases. Mais c'est pas évident aujourd'hui pour ces patrons-là de se dire on a une option crédible avec la bourse. Pas. Et puis c'est vrai que ça manque de succès. Aujourd'hui, ça manque de succès. Donc, vous savez, il y a un effet, pas moutonnier, mais en tout cas entraînant. Mais bien sûr, le succès appelle le succès, évidemment. Entraînant. Et donc, aujourd'hui, on sent vraiment une vraie conviction politique, économique de favoriser ce système-là. Il y a eu Euronext qui a lancé Tech Leader, le segment Tech Leader. Alors, vous allez dire, c'est encore un segment, un indice, mais ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, derrière ça, la BPI, la CDC se sont engagés à déployer de l'argent. On parle de plusieurs milliards d'euros. Et d'autres investisseurs, comme Amiral, mais d'autres, j'espère qu'on s'en suit par d'autres. Donc c'est ça, c'est constituer en fait un actif, un écosystème qui aujourd'hui n'est pas assez fort. Ouais. Bon. La stratégie, elle est quand même lancée. C'est quoi le cadre, la philosophie là que vous êtes fixé? Parce que encore une fois, évidemment, on a envie de tout le succès possible pour la French Tech, mais le terrain de jeu il est mondial. C'est donc un fonds global. Il y a une taille cible que vous visez pour ces entreprises. Non, on se fixe pas de taille. Par contre, c'est effectivement global. La compréhension de la tech est globale. Donc c'est pour ça que maintenant notre présence aux États-Unis et notre présence historique à Singapour est très importante. Vous voyez, pour la petite anecdote, hier vous avez NetEase, qui est un petit Tencent chinois, qui a quand même, petit, en dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, oui. Qui a racheté, pour le coup, un tout petit studio de production de jeux vidéo en France, qui fait une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est là, quand on parle de tech mondiale, vous avez l'exemple typique là. C'est nous, nos équipes asiatiques, on est actionnaire dans notre fonds, on est actionnaire de NetEase. On connaît très bien, parce qu'on est aussi actionnaire de studios français, on connaissait très bien le studio acquis. Donc, c'est cette synergie-là, notre footprint mondial, international, et qu'on veut dédier vraiment à nourrir notre expertise sur la French Tech et le financement des petites sociétés. Donc, c'est une stratégie quand même qui privilégiera les acteurs européens et français dans la sélection que vous ferez. Mais qui n'exclura pas les acteurs internationaux, parce que dans la compréhension globale de la technologie, c'est très important. Ouais. Et qui mettra en avant ces sociétés-là. On en a... Rien qu'aujourd'hui, je peux vous citer 4-5 sociétés qui sont très performantes. On a une société comme Lectra, donc tout à l'heure vous parliez de Dassault Systèmes, donc c'est un petit Dassault Systèmes dans la mode, l'ameublement. Ils ont racheté leurs concurrents chinois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des coûts de production moins chers que leurs concurrents chinois. Vous voyez, quand on parle de relocalisation, c'est pour ça aussi que c'est important pour nous, quand on parle de relocalisation, de souveraineté, et c'est possible, et c'est évidemment pas sur les coûts salariaux qu'on fait des gains, c'est sur l'ingénierie, c'est le fait d'avoir la production et la conception juste à côté, ça permet une meilleure innovation. Enfin, donc c'est possible. C'est possible. Sur la fenêtre de tir, parce que vous l'avez très bien dit, c'est pas anodin que vous lanciez cette stratégie aujourd'hui. On va dire que la séquence du premier semestre a montré qu'il fallait pas trop investir sur des boîtes technologiques avec la question des valorisations. Comment vous regardez aujourd'hui, alors de manière un peu globale, la valorisation des entreprises ou des segments de marché que vous visez dans la tech? Ça s'est dégonflé un peu, beaucoup. Ça risque de se dégonfler encore un peu plus?
Alors si ça peut se dégonfler un peu plus, Oui. ça bien malin, mais ça s'est beaucoup dégonflé et en Ouais. fait on arrive à des valorisations qui sont désormais regardables, ce qui D'accord. n'était plus le cas depuis au moins 3-4 ans. D'accord. Donc déjà c'est quelque chose d'important. Mais en fait la boussole doit toujours, la valorisation doit toujours rester la boussole de l'investisseur. Donc dans toutes les sociétés, parce que vous voyez Netflix, il n'y a aucun problème pour dire que Netflix est une très belle société, mais dès que vous voyez que le taux de le nombre d'abonnés baisse un petit peu, le modèle économique, c'est moins 40. Voilà, c'est Eh ça. ben oui. Mais vous savez, il y a un exemple quand même qui est assez criant. Microsoft, tout le monde a du Microsoft de quelque part. Si vous l'achetiez au pic de la bulle 99, Ouais. vous mettiez 18 ans à gagner $1, enfin À revenir à votre prix, à votre 18 prix. ans. Donc la boussole, boussole, ça doit rester la valorisation. Et aujourd'hui, même sur des GAFAM, on a rentré du Facebook, du Meta dans notre fonds, on arrive à trouver des valorisations, on a du PayPal. Donc même sur les gros noms de la tech mondiale, on arrive à retrouver aujourd'hui des valorisations qui sont intéressantes. Merci beaucoup Sébastien, merci d'être venu évoquer donc l'investissement dans la tech et l'avenir de la French Tech et l'idée que la bourse doit être une option crédible pour ces entreprises. Non pas qu'elles en auront forcément besoin, mais pourquoi pas ? C'est à un moment... C'est une nouvelle source de financement. Oui, c'est et ça, moi, personnellement, je pense qu'elle en a besoin. Reprenons l'exemple de Doctolib. Doctolib, Ouais. aujourd'hui, ne fait pas de business aux États-Unis. Peut-être que demain, ils en feront, mais est inconnu aux États-Unis. Ça vaut 6 milliards. Et la bourse, ça peut aider à ça. La bourse, ça doit aider à ça, parce qu'à un moment, le VC atteint ses limites. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi des étapes dans une société. Doctolib n'est plus une start-up. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Ribeiro qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique, la French Tech et la bourse, une histoire à construire. Donc on l'aura compris, Sébastien, gérant chez Amiral Gestion, avec nous dans Smart Bourse ce soir.